À votre avis, quel est le manga qui a su le plus faire parler de lui ces dernières années ? Non, en vrai, vous avez pas besoin de répondre à cette question tellement elle est évidente. Jujutsu Kaisen a su marquer les esprits et déchaîner les passions. Personnages, combats, retournements de situation, je vous le dis, on en parlera encore dans quelques années comme un pilier de son temps. Mais comme toute œuvre à succès, il a fini par vivre ce fameux point de rupture qui partagera l'immense fanbase qui a été amassée. Et la synthèse de tout cela se ressent au travers de l'arc qui a su donner le meilleur de ce qu'il pouvait nous offrir, comme le pire selon d'autres. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler de l'arc le plus important de Jujutsu Kaisen, le final d'un mastodonte, l'affrontement le plus attendu de ces dernières années, la bataille de Shinjuku. Pour s'intéresser à cet arc, en vrai, ça revient juste à se rendre compte que le plus important, c'est sa construction. Et c'est justement le rôle que joue la phase de pré-bataille de Shinjuku. Car vous allez vite le voir, elle sert surtout à rappeler et à poser les thèmes prédominants de l'arc. Et c'est pour cela que la phase de pré-bataille de Shinjuku a une influence prédominante dans les thèmes principaux qui seront abordés par la suite. Le plus évident est celui de l'amour et la solitude. Et la cible principale de ces sujets marque aussi le début de l'arc dans un corps fraîchement acquis. Je parle évidemment de Ryomen Sukuna. Pas besoin de trop vous rappeler son plan habilement planifié depuis le chapitre 10 qui visait uniquement à permettre à cette catastrophe naturelle d'impunément rétablir l'ère des fléaux. Mais malgré sa nouvelle enveloppe, demeurent encore quelques obstacles. Celle de l'âme de son hôte encore bien trop résolue à lutter contre lui et autre chose qui pour le moment est encore presque imperceptible mais qui constituera la marque de son échec. Mais un problème à la fois. Le thème sera d'abord exploité dans un parallèle entre hôte et invité, frère et sœur, amour et indifférence, mais surtout proie et prédateur. Sumiki Fushiguro périra de la main de celui qui l'aimait, et Yorozu de celui qu'elle aime. Pas besoin de vous sortir de plus grands mots, on a là les prémices de ce qui va nous servir pour encore quelques chapitres. Ici, on va se poser la question de si Sukuna a besoin de ce fameux amour si cher aux humains pour combler sa solitude. En tout cas, celle qui semble transparaître aux yeux de Yorozu. Et le meilleur candidat pour répondre à cette question n'est autre que celui qui, malgré le fait qu'il soit désormais entouré de personnes qui n'attendent que son retour, n'a jamais été aussi seul de sa vie. 131 chapitres, 1188 jours d'attente pour nos lecteurs, mais que 19 jours dans sa diégèse après l'incident Shibuya. Quelle que soit votre temporalité, c'est enfin le grand jour. L'entrée de Gojo est tellement là pour inscrire le parallèle entre les deux futurs rivaux. Quand le roi des fléaux émergera des ténèbres, l'honoré des cieux lui semble descendu tout droit du ciel pour punir le mal. De même pour cette fameuse planche qui a très vite fini en mème, ça s'oppose encore plus à celle de l'entrée à Sendai de Sukuna. Avec ça, on l'a bien compris, l'opposition qui va arriver entre ces deux monstres ne sera pas seulement physique. Ce combat s'annonce comme jouant le salut de l'humanité, mais aussi la confrontation de deux personnes cherchant à combler la solitude qui les habite à leur manière. Sonne ainsi le prochain rendez-vous. Le 24 décembre, encore une fois, l'histoire de l'exorcisme fera un pas de plus. Mais avant ça, on a le droit à 2 chapitres de préparation qui mettront en évidence tous les éléments importants qui vont influencer le reste de l'arc. Ici, Akutami a donc fait le choix d'en montrer juste assez pour que cela ne prenne sens que lors de la fin de la bataille. C'est un choix de structure qui fait très Hunter x Hunter, mais si c'est bien exécuté, ça promet en théorie de rendre la narration du combat plutôt palpitante. Mais place à la pratique, avec l'initiation d'un des plus grands combats de notre temps, le plus fort d'aujourd'hui contre le plus fort de l'histoire. Si l'exorcisme est l'art de maîtriser la soustraction en rendant chaque action plus rapide à être effectuée, Gojo, comme Akutami, ont fait le choix de ne rien laisser au hasard, que ce soit en termes d'entrée, de choix de design ou de chorégraphie de combat. Dès les premiers échanges, on sait qu'on fait face à du grand art. Mais ce qui trône au-dessus de toutes ces qualités, c'est l'importance des échanges tout le long entre ces deux adversaires. Gojo qui maintient son attitude désinvolte face à un Sukuna qui cherche à rappeler à quel point même Satoru est tout aussi insignifiant à ses yeux. Le tout dans un
un lexique particulièrement lié à la cuisine. Sauf qu'au fil des batailles, les deux commenceront à se prendre de plus en plus au sérieux. Les seules conversations seront internes ou se liront sur leur visage. Le sourire de Gojo malgré la déferlante de dissection qu'il subit, ou lorsqu'il sait qu'il n'a pas le droit à la moindre erreur lors de combats de territoire. Pendant que de son côté, Sukuna lui laissera son air suffisant évoluer lentement vers une expression où il semble enchaîner de très mauvaises surprises. Tout semble donc reposer très rapidement sur le non-verbal. Mais heureusement viendront mettre des mots sur leurs pensées durant ce combat les spectateurs qui se partagent toutes les informations et suppositions que nous lecteurs avons besoin de connaître. Sauf que tout autant que nous, ils se feront pas mal surprendre. Ce qui donne une dynamique de combat où les personnages n'ont pas besoin de donner à haute voix chacune de leurs pensées pendant le combat. Un peu comme le ferait un Jojo Bizarre Adventure à ses débuts. Bien que désormais Araki a su faire évoluer sa narration tout en restant des plus clairs malgré la complexité de ses pouvoirs. Chose qu'Akutami n'a pas encore su faire au vu de toutes les questions qui ont émergé concernant les pouvoirs dans Jujutsu Kaisen. Mais pour la seconde phase du combat, ce style semble évoluer pour nous raconter autre chose. Enfin plutôt nous rappeler la phrase la plus importante qui a initié l'arc. La solitude qui accompagne une force sans égale, celui qui t'apprendra l'amour et... Puisque oui, désormais Gojo comme Sukuna reconnaissent la valeur de l'autre. Ils sont à un point où leurs territoires ne sont plus fonctionnels, donc l'heure n'est plus vraiment aux artifices. Enfin, sauf s'il s'agit de paraître cool auprès de ses élèves. Mais comme l'a si bien dit Kusakabe, désormais on entre dans un domaine que seul un génie comme Satoru peut maîtriser. Ce qui d'ailleurs changera la narration où l'on aura désormais un peu plus souvent accès aux pensées de Gojo et Sukuna. Leurs échanges se multiplient de nouveau comme s'ils revenaient à leur véritable personnalité. Et donc pour cette phase du combat, à l'image de la popularité du personnage, c'est l'emblème de Jujutsu Kaisen qui va venir le plus briller, pendant que Sukuna, lui, sera pendant quelques temps considéré comme le clown de l'histoire. Enfin, dites-vous que ça c'est une image qu'auront seulement les personnes qui auront lu en hebdomadaire. Puisqu'en vrai, tout ce qu'on devrait voir actuellement, c'est surtout une horrible personne qui utilise méthodiquement chaque moyen à sa portée pouvant lui permettre de torturer et vaincre son adversaire. S'il revêt la forme de Meguna, c'est par souci d'assurer ses arrières, avec le sort des 10 ombres, mais aussi d'en profiter pour jouer avec le cœur de Gojo et les autres, qui bien qu'il ait déclaré s'en moquer, se verra arrêté dans son élan à quelques reprises. Et donc je vous demande de garder cette vision du personnage, car c'est ce qui rend encore plus terrible la lecture de l'un des pires et meilleurs chapitres de Jujutsu Kaisen. De l'incompréhension pour certains, mais certitude pour d'autres. La première page de ce chapitre 236 sonne comme tristement familière. L'impression d'avoir manqué un instant décisif pour au final se rendre compte qu'il est trop tard. Un chapitre fort en réflexion et qui vient conclure le personnage de Gojo magnifiquement. Sa solitude, l'absence d'amour des autres, de tout ce qu'il a entrepris pour la combler, seule la mort a su le délivrer. Une fin douce amère pour le personnage le plus populaire de son œuvre, que son bourreau saluera d'ailleurs. Surtout qu'en parallèle, ce qui lui arrive, c'est tout l'inverse de ce que lui et Yaga ont enseigné aux autres. Finalement, un exorciste peut bel et bien mourir sans le moindre regret et entouré des siens, ce qui vient déjà remettre en question tout ce qu'on a appris depuis le début. Mais bon, je pense que c'est quelque chose qui a déjà été démontré à plusieurs reprises. Et c'est là qu'on comprend que chaque mot échangé avec le roi des fléaux durant le combat suit une évolution assez particulière. Satoru était passé dans le cœur de Ryomen Sukuna de proie anonyme et douloureusement ordinaire à adversaire de valeur qui a marqué son existence. Alors je vous vois toutes ces personnes qui n'ont pas encore encaissé le fait que Gojo est mort et qui considèrent qu'il est toujours le plus fort. Alors déjà non, mais surtout ça en dégage quelque chose de bien plus intéressant, car il a fait quelque chose que personne n'a su faire auparavant, celle de faire changer d'avis à Sukuna. Déjà factuellement car il a dû se surpasser et créer une nouvelle technique qui est la découpe universelle, mais surtout il a changé d'avis, témoignant finalement son respect au point de retenir le prénom de son adversaire. Ces mots ne sont pas si surprenants que ça à entendre. Il rappelle même son étrange manie qu'il a depuis le début du manga, celle de chercher à chaque fois à déterminer la valeur de ses challengers. Yuji, Megumi, Jogo, Makora et maintenant Satoru, il n'a de cesse de relever leur valeur ou non. Surtout pour Itadori. Et la suite sonne donc comme si cet autre plus fort qui fait son entrée est seulement dans le but pour lui aussi de prouver sa valeur face au roi des fléaux. Et c'est justement cette phase qui nous ouvre sur ce que la communauté a nommé sobrement Sukuna Kaisen. Un jeu où chacun fera tout ce qu'il pourra pour tenter de surpasser le seul que l'auteur aura placé presque comme une divinité.
Personnellement, j'ai trouvé ce choix de suite de la bataille plutôt intéressant. Le plus terrible exorciste présenté comme ayant à lui seul pendant l'Erian assis sa domination de par sa simple force, au point d'être craint et vénéré. Se retrouver dans une telle situation similaire à son âge d'or, c'est vraiment la meilleure disposition pour raconter sa légende, sans vraiment nous faire de flashbacks. Mais il faut aussi prendre en compte que pendant cette phase, les exorcistes qu'il affronte ne sont plus là pour seulement se débarrasser d'une menace, mais aussi pour prouver leur valeur. Leur vision est-elle digne du seul pouvant être honoré? Je pense que c'est une lecture que certains ne verront pas de cet œil, car ça a été reçu comme un combat trop long afin de pouvoir faire intervenir tout le casting, et ainsi apporter un peu de développement à chacun. Eh bien, si c'est ce que vous pensez, vous avez totalement raison, car l'arc ne s'appelle pas le combat de Shinjuku, donc il est tout à fait normal que ce genre de structure se veut long et complexe, exactement comme dans tout arc de guerre, même si je l'ai déjà dit, ça me fait plus penser à une sorte de cell game. Et point commun que ça a aussi avec l'âge d'or de l'exorcisme dont tout le monde réclame le flashback, c'est aussi le fait qu'on sait très bien comment ça va se finir. Le premier a été dominé par Sukuna et a marqué l'histoire, et l'autre sera forcément la victoire de nos protagonistes mettant fin à cette menace. Donc la question était plus comment ça allait se passer plutôt que de quelle manière ça allait se finir. Ne l'oublions pas, on est dans un shonen. On sait très bien que d'une manière ou d'une autre, c'est les gentils qui vont gagner. La seule chose qui restait à faire à Gegakutami, c'est de rendre ça plus palpitant, de donner une impression d'inattendu à cette bataille. Et c'est justement un point fort d'un autre combat qui s'est déroulé en parallèle, celui face à Kenjaku. On l'a un peu mis de côté dans cette vidéo, mais c'est un personnage très important dans la construction de l'univers et des différents arcs narratifs de Jujutsu Kaisen. Là où Sukuna ne semble plus qu'être un agent du chaos qui fera un peu comme il l'entend, Kenny lui suit un plan des plus méthodiques. Ayant accumulé expérience et expérimentation, la traque mortelle est pour lui le dernier jeu qu'il a mis en place. On l'a bien vu à la fin de l'arc du même nom, s'il fait tout ça, ce n'est pas par ambition, mais par envie de se distraire encore un peu plus, de s'occuper avant sa propre mort. Ça lui donne une sorte de statut de scientifique fou. L'ordre et le chaos sont un peu ce qui l'ont mené jusqu'ici. Et c'est ce qui rend le personnage aussi intéressant. Il joue avec des forces qui nous dépassent, accumulant horreur sur horreur. Le tout en étant animé par des envies à la limite pure et enfantine. D'ailleurs, je ne sais pas si Gegakutami l'a fait volontairement, mais son placement sur les deux introductions de Sukuna et Gojo me rappelle un peu ce que Araki a fait pour Polnareff, qui utilise son image pour asseoir celle quasi divine de Dio et le mal qu'incarne Diavolo, le plaçant un peu comme le personnage le plus humain au sens propre du terme au milieu de tout ça. Je ne sais pas si c'est moi qui vois des Jojo rêves partout, mais ça ne fait que renforcer dans mon esprit l'image entre la pureté et le mal absolu qu'incarne Kenjaku. Surtout que dès le début de l'arc, il prend un malin plaisir à jouer à chat avec Gojo et ses élèves, en usant à son avantage le pacte qu'il semble avoir effectué avec Sukuna. Et pendant la bataille, il en profitera donc pour terminer le jeu qui ne peut se terminer, en tuant froidement les joueurs restants, mais tout en prenant ses actes avec une certaine forme de détachement. Et c'est aussi pour cela que je trouve très intéressant d'avoir choisi de le faire affronter le personnage totalement créé pour jouer avec le quatrième mur et ses codes, le beau, le magnifique Takaba. Et aussi étrange que cela puisse paraître, le mélange fonctionne très bien. D'un côté, on a un antagoniste qui ne cherche qu'à se divertir, et de l'autre, le personnage secondaire qui met un point d'honneur à amuser la totalité de son public. L'univers macabre de Kenjaku se fait peu à peu balayer par la succession de sketchs de Takaba, ce qui forcera Kenny à jouer le jeu afin de pouvoir gagner, sauf que finalement, notre comique a su lire le cœur de son nouveau partenaire. Ce qui donne une sorte de compréhension mutuelle qui sera symbolisée par le dernier sketch, qui, on va pas se mentir, a un humour très japonais qui ne me touche vraiment pas. Mais ce qu'on va en retenir, c'est que Kenjaku a prouvé une dernière fois que son public ne l'a pas aussi bien compris que Takaba. Et on passe à la suite vu que tout cela n'était qu'une diversion afin que Yuta et Todo puissent donner le coup de grâce et ainsi supprimer la menace de l'assimilation, et ainsi sauver le Japon. Et je pense que cela marque le début de beaucoup de questions qui vont s'accumuler jusqu'à la fin de l'histoire. Pourquoi Kenjaku peut-il quitter sans le moindre regret la bataille à ce stade de l'intrigue? Le problème n'est peut-être pas le timing, mais plutôt l'idée de le faire affronter un personnage secondaire, et régler l'histoire avec une coupure nette de la part de celui qui s'était juré de le tuer sans plus en avoir.
savoir. Selon moi, le récit reste plutôt clair sur pourquoi Kenny aborde aussi sereinement sa fin. Vu qu'il le sous-entend même au début du combat, s'il trouvait quelque chose de plus divertissant, il serait prêt à délaisser son plan initial. Pareil pour son assassin qui est Yuta, il ne souhaitait pas spécialement l'affronter, mais surtout éviter à Gojo de devoir tuer une seconde fois son meilleur ami. Donc tout ce qui arrive est plutôt logique et cohérent. Mais est-ce qu'on pourrait pas se dire que ce n'est pas forcément une si bonne histoire? Et là, ça dépend de la sensibilité de chacun. Si tu t'attendais à avoir un Aizen en puissance quand tu vois Kenjaku, c'est que t'as vu plus d'édits sur TikTok que t'as lu le manga. Et là, malheureusement, aucune justification pourra te satisfaire. C'est un peu le revers de la médaille de la commu. Tout le monde s'influence et parfois c'est pas pour le mieux. Donc cela fait que la fin de Kenjaku n'est pas mauvaise en soi, elle est seulement mauvaise par rapport aux attentes de tout le monde. Et j'ai pris le temps de m'attarder sur ce point parce que cela marque aussi le véritable début des problèmes. Mais vous verrez là-dedans, il y a du bon comme du mauvais. Donc retour sur notre bon vieux roi des fléaux qui fera face au juge, juré et bourreau qui est Hiromi Iguruma. Un personnage que je considère comme la meilleure découverte de l'arc de la traque mortelle. L'utiliser pour aussi introduire sur le champ de bataille un Yuji Itadori des plus silencieux nous donne une excellente fenêtre pour nous replonger dans ce conflit. Loin des blagues sur le Fanta ou de Kenjaku en infirmière. Servant aussi à donner suite à leur histoire commune, où Yuji se porte toujours comme responsable du drame de Shibuya alors que le véritable coupable, c'est Sukuna. C'est aussi là que se développe encore un nouvel élément de narration, celui des flashbacks de nos personnages qui révèlent que chaque action était millimétrée, éclaircissant le moi d'ellipse et surtout apportant pas mal de réponses à des questions longtemps restées en suspens, comme l'état de certains personnages portés disparus ou simplement en expliquant certains power-ups de l'équipe. Vous savez, la fameuse triche. Je l'ai dit, c'était un choix très intéressant qui pourrait servir à bien rythmer la bataille. Mais vous verrez, il y aura quand même quelques petites choses à redire. Le combat s'enchaîne où le roi des fléaux continue de vanter les points d'intérêt de ses challengers, tout en dénigrant notre protagoniste. Et c'est à partir de là que vient s'articuler l'histoire de manière assez particulière. Que ce soit face à Iguruma ou bien Yuta, Sukuna et son adversaire seront là pour développer le personnage de Yuji, qui reste encore une fois des plus silencieux. On a des brèves pensées de sa part, mais rien de bien intéressant alors que la simple réflexion de Sukuna nous en dit long. Et cela nous rappelle que malgré tout ce qu'on a vu depuis le début de l'arc, le lien qui unit ces deux personnages, le protagoniste et l'antagoniste, il ne faut pas oublier qu'ils se sont influencés mutuellement. L'attitude de Sukuna pour Yuji n'est qu'une réaction au fait que tous les autres exorcistes dont il a salué les prouesses, aucun d'entre eux n'a su remettre en cause sa manière de penser, de s'interroger sur pourquoi les plats qui défilent sous ses yeux luttent ainsi face à lui. Et si on veut même aller plus loin dans cette réflexion, on peut même relever le fait que Yuji est le seul dont les coups touchent littéralement l'âme du roi des fléaux, alors que tout le reste ne semble pas lui faire grand chose. C'est aussi ce qui donne cette fameuse période qui en a un peu lassé certains. On sait que Sukuna ne périra pas des coups de Maki, Yuta, Todo et encore moins de Miguel. Pas parce que l'auteur est raciste, même si c'est discutable, mais plutôt parce que bien qu'on ne le rappelle pas assez, ce ne sont pas les protagonistes. Donc l'intérêt de tout ça, ce n'est pas plus que d'exposer l'implication de la nouvelle génération dont Gojo rêvait de son vivant. Le tout face à la plus grande menace de l'histoire que l'exorciste le plus fort n'a su vaincre. Ici, on est là pour montrer qu'ensemble, ils peuvent surpasser l'impact qu'avait Satoru sur son monde. Et on le verra plus tard, la fin ne fait qu'y donner plus de sens. Donc je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il y a un certain manque de fond lors de ces affrontements, mais cela donne une impression de manque de continuité, vu que chaque candidat vient soumettre sa vision du monde au roi des fléaux qui répondra en conséquence. Hormis faire accumuler des dommages à Sukuna, cela ne fait pas plus avancer l'intrigue. Cela permet seulement d'en donner assez sur certains personnages secondaires comme Ino ou Kusakabe, qui représentent quand même ce que l'exorcisme va devenir sans Satoru Gojo. Des gens moins marquants, mais tout aussi déterminés à contribuer aux futures générations. C'est ce qui vient montrer que ce n'est pas un simple combat, c'est une lutte où tout le monde fait en sorte que l'histoire ne se répète pas, correspondant ainsi à la période où l'on aura enfin les réponses à toutes les questions laissées en suspens durant la préparation de la bataille, comme par exemple ce qu'il était advenu du doigt manquant de Sukuna, comment Kenjaku aura été vaincu aussi facilement, ou encore ce que les anciens sont devenus. Tout est là pour appuyer à quel point chacun a choisi d'évoluer et de contribuer à changer les choses, à commencer par l'ancien protagoniste qui ira jusqu'à abandonner son propre corps, pour embrasser pleinement sa volonté de ne plus laisser son propre maître être le seul à devoir se salir les mains. Ce qu'on voit, ce n'est autre qu'un dernier hommage à Satoru Gojo, la preuve que malgré sa mort, son rêve est en marche. Bon, j'imagine que là vous en avez un peu marre de rester dans cette boucle infinie du Sukuna Kaisen, donc ce que je peux vous proposer histoire de décompresser un peu, c'est de vous offrir un petit instant Akari. Normalement c'est le passage où je balance de la funk brésilienne.
Kinji, c'est le personnage introduit dans l'arc précédent qui en aura marqué plus d'un, et moi y compris. C'est le dernier élève qu'on nous présente, le plus âgé et expérimenté, cité par plusieurs grands noms comme l'égal de notre Yuta Okkotsu national. La traque mortelle aura posé le personnage et ses ambitions. Sauf qu'on le voit assez vite, l'auteur n'a pas spécialement prévu de le faire évoluer, mais plus de mettre à profit sa personnalité excentrique pour faire avancer les choses. En fait, depuis le début, il n'est qu'un outil narratif qui n'a pas nécessité de plus de développement. C'est aussi peut-être pour cela qu'on ne l'a pas trop eu lors de cette bataille. Il sert comme justification pour mettre en place l'affrontement seulement face au roi des fléaux, vu qu'il n'avait pas grand chose de plus à nous raconter. La preuve, ses seuls échanges notables sont seulement concernant la vision que Yuta et les autres ont des forts, en y mêlant bien sûr la sienne de parieur invétéré. Donc passion pour les femboys oblige, dans cette histoire, il n'est plus que celui qui retient Urome. C'est un peu dommage parce qu'on aime tous voir Akari, faire du Akari. Sauf que force est de constater qu'un développement supplémentaire aurait été de trop au vu de la densité d'informations que l'auteur souhaitait traiter. Mais prenons quand même le temps de se remémorer ce god qui est Akari. C'était l'instant Akari. Mais bon, il faut bien avancer dans tout ça. Bien que ça donne une impression de non-continuité quand tous ceux qui sont encore debout se feront finalement évincer du combat, eh bien c'est quand même pour le mieux, vu que ce qu'il reste comme rempart n'est autre que le dernier membre de cette nouvelle génération. Yuji prend enfin de nouveau les projecteurs sur lui, avec dans son arsenal ceux qui avaient initié la première crainte du roi des fléaux. Le fait que son précédent hôte possède l'âme aussi bien métaphoriquement que factuellement taillée pour lutter face à lui. Une volonté de toujours se relever, une compassion exacerbée, et aussi accessoirement une technique qui au moindre coup ne fait qu'affaiblir Sukuna comme aucun autre. C'est avec tout ça qu'il sort enfin sous nos yeux le symbole du plus grand accomplissement physique et mental de l'exorciste. Cet instant rejoint donc tous ceux hors du temps que l'on a pu connaître tout le long de l'aventure. Sauf que là, il y a une saveur toute particulière, celle de la fin. On s'est souvent interrogé sur les éléments non élucidés d'Akutami, concernant par exemple ce monde situé entre rêve et réalité. Et bien avec cette scène, j'en ai l'intime conviction, ce n'est que la base des extensions du territoire. Et puis de toute façon, on n'aura peut-être plus jamais d'infos. Donc on va dire que c'est vrai. Cette capacité à faire ressortir son monde intérieur au grand jour de manière à pouvoir impacter la réalité, c'est clairement ce qui expliquerait tout ça. Yuji, qui n'en a eu que la maîtrise instinctive de par son entraînement et l'éveil qu'il a subi pendant cette bataille, eh bien il a fini par matérialiser la ville de son enfance, l'endroit qui teinte ses souvenirs et ses rêves. Pendant cette visite, tout y est idéalisé, on a simplement sous les yeux tout ce que le petit Itadori voyait de tout ça. Bien sûr, l'idylle s'arrête quand Sukuna en aura assez de jouer le jeu. Tout ça ne l'amuse pas vraiment. Et c'est là qu'on a mon échange favori entre les deux. Yuji qui expose sa vision de la chose, comment selon lui la vie est précieuse et qu'il ne supporte pas ceux qui la négligent, pendant que Sukuna lui reste impassible. Quoi qu'Itadori tentera, il ne ressent rien pour les autres. On a les deux parfaits opposés, l'amour et l'indifférence. On ressort tout juste d'une période où on a passé plusieurs chapitres à voir un roi des fléaux tenter de tromper l'ennui au point de réduire sa propre force afin d'en profiter pleinement. Voir Yuji tenter de lui montrer de la compassion pour lui-même ne pas sombrer dans la haine, c'est quand même un sacré contre Uno. Et que je sache, c'est la première fois que Sukuna semble ressentir une émotion aussi forte. Prenant cet amour pour de la pitié, c'est la première fois qu'on le verra se mettre en colère. Et selon moi, c'est la meilleure chose qu'a faite Akutami concernant l'évolution entre Itadori et Ryomen Sukuna. Initier le dernier échange de coups sur cette conversation, c'est vraiment la meilleure de ses idées. Mais ensuite, c'est plutôt l'échange final entre Yuji et Megumi qui m'aura laissé un peu perplexe lors de ma première lecture. Fushiguro, dont l'âme s'est faite enterrer par le bain de Sukuna, la mort de Tsumiki et le combat face à Gojo, avait déclaré ne plus en pouvoir. Et c'est en comprenant tout cela que Yuji lui fera savoir qu'il ne peut pas l'obliger à continuer de vivre. Sauf qu'il le dit, il va lui manquer. Apparemment, c'est avec ce moment qu'il finit par chercher à reprendre le contrôle comme auparavant, ignorant les tentatives de son colocataire de le faire abandonner. Le rouage de l'exorcisme qui a tant lutté pour remplir son rôle de frère se laissera une seconde chance en décidant de continuer de vivre pour autrui, se libérant ainsi dans un coup final délivré par Itadori. Donc quand on prend un peu de recul, le choix de faire revenir Megumi n'est pas finalement si surprenant. Sauf que toute l'exposition de ce climax viendra être perturbée par une révélation qu'on n'attendait plus. Nobara était de retour, profitant du doigt restant de Sukuna pour permettre ce fameux coup décisif, donnant ainsi un dernier moment où le trio principal travaille de concert. On arrive dans une situation où on comprend la symbolique. Avec le recul, ça paraît même logique. Sauf que
pourquoi le faire que maintenant? Pourquoi attendre le dernier moment pour révéler le fait que Nobara allait revenir? Je pense que le plus gros problème de cette phase, c'est sa mise en place. Là où je vous ai vanté que le début de l'arc jouait très bien dans cette phase de préparation, malheureusement, elle semble avoir quand même ses défauts. Et Nobara est probablement le pire exemple. Car avec ça, le tout donne un final qui me fait beaucoup penser à ce qu'on avait eu pour Shibuya. Jusqu'à même la phrase de Yuji prononcée face au roi des fléaux diminuée qui fait un peu miroir à celle prononcée face à Mahito. Vous savez, le fameux « tu es moi » ou « je suis toi », je sais plus. En vrai, l'arc a toujours eu cette structure très en parallèle à ce qu'il s'est passé à Halloween. Donc quand on suit aussi assidûment le manga que moi et sûrement pour la plupart d'entre vous, ce n'est pas vraiment une surprise. Tout semble se correspondre. Le début qui se centre exclusivement sur Satoru Gojo pour ensuite suivre comment le reste agira malgré son absence. Pour finir avec un Yuji qui vient se surpasser une dernière fois mentalement. Je ne pense pas que l'auteur s'en cache, mais le problème c'est que contrairement à Shibuya, il doit y ajouter beaucoup d'éléments supplémentaires, notamment apporter une fin, ce qui finit donc par entraver la clarté du message final. Peut-être que séparer les événements aurait été beaucoup plus intéressant, par exemple de profiter un peu plus du retour de Nobara pour ensuite amorcer le sauvetage de Megumi, et ensuite lors du coup final conclure par le dialogue entre Yuji et Sukuna. Attention, ce n'est qu'une suggestion, je n'ai pas la prétention de pouvoir faire mieux, contrairement à ceux qui disent qu'ils vont refaire toute l'histoire à partir du chapitre 236. Et ça en dit aussi long sur comment l'arc a été reçu. Non, je ne parle pas seulement du côté gojo sexuel de certains, mais plutôt du fait que tout n'est pas à jeter dans cet arc. On l'a relevé, Akutami semble aimer user de ce mécanisme, de poser des indices en avance en prévision de les réutiliser pour créer la surprise. Le doigt de Sukuna, le potentiel de Yuji ou encore l'évolution du paysage de l'exorcisme. Séparément, tout est très intéressant à suivre, mais le problème c'est que plus tu multiplies ce genre de choix, plus c'est assez confus à suivre. Donc dans l'analyse de cet arc, je pourrais vous détailler un par un chaque élément qui vous a plu ou non, et justifier correctement pourquoi c'est là, mais le problème, c'est le tableau final. La bataille de Shinjuku, c'est un peu comme la Pixel War. Si tu t'attardes sur un point, tu n'y verras quelque chose que si tu prends du recul pour saisir ce que son auteur veut représenter. Mais par contre, si tu dézoomes un peu trop, tu te rends compte que c'est vraiment le bordel. Donc en conclusion, est-ce que l'arc est bon ou mauvais ? Dans le standard de Jujutsu Kaisen, c'est un très bon arc, même l'un des plus marquants. On a le plus grand combat de l'œuvre, voire même de la décennie, et probablement les meilleurs chapitres que Gege Akutami nous a offerts, avec une pensée particulière pour le 236 et le 265. Le problème réside plus dans le fait que ce soit l'arc final du manga, puisque pour le reste, on l'a vu, cela ne diffère pas tant que ça sur ce à quoi Akutami nous a toujours habitués. L'œuvre avait bien avant tout ça ses mêmes forces et faiblesses que l'on a pu relever dans cette partie, à savoir un univers intriguant mais qui ne va pas au fond pour plutôt choisir de briller de par ses combats et l'ambiance qui s'y dégage. Donc pour cette vidéo, là où on doit s'interroger, c'est plus sur ce qu'il manquait à l'arc pour qu'il reste aussi bon que ce que les précédents ont fait, tout en assumant sa place de finale de l'œuvre. Personnellement, quand je pense à une bonne fin de shonen, la plus évidente est pour moi Dragon Ball. L'arc se conclut très bien avec un épilogue plein d'espoir qui sied à l'esprit de l'œuvre. Mais le truc, c'est que l'arc-bout n'est pas plus un arc final que les précédents. Alors je ne parle pas du fait qu'on ait eu des suites comme GT ou Super, mais plutôt du fait que l'arc n'est pas si différent du reste en termes de structure. C'est une énième intrigue où Goku et ses amis se voient protéger la Terre. Certes, ça va apporter plus de développement sur certains personnages, mais rien qui ne vient réellement compléter un manque lié à un trou dans l'arc précédent. Et c'est ce qui fait de Dragon Ball un manga où, quel que soit l'arc, on a l'impression que cela peut s'arrêter ici tant que la menace du moment est vaincue. On pourrait en faire une suite, mais rien n'y oblige. Le final de l'arc Cell comme celui de Boo remplit déjà très bien son rôle. Mais le problème avec Jujutsu, c'est qu'il n'a pas été autant dans la simplicité. Et c'est ce qui posera donc un véritable casse-tête pour son auteur. Chaque arc est enchevêtré dans le précédent, donnant une situation où le dernier se doit de venir apporter toutes les réponses que le lectorat attend. Et on en a eu, hein. Mais ce qui va nous déranger réside plus dans la narration. Ce qui fait de la bataille de Shinjuku un bon arc de Jujutsu Kaisen, mais malheureusement une mauvaise fin. Oui, je coupe la poire en deux pour éviter de me faire trop d'ennemis. Sauf que de toute manière, aujourd'hui on est avant tout là pour parler de l'arc avant de la qualité de la fin, vu que ça c'est quelque chose qu'on a déjà traité avant. Donc dans cette vidéo, je veux juste vous rappeler à quel point c'est un arc qui a su faire vibrer les fans, qui chaque semaine a su faire parler plus en positif que ce que certains peuvent sous-entendre. Certes, il va sûrement rejoindre ces arcs finaux qui n'ont pas su conclure leur œuvre correctement au point de mettre tout le monde d'accord, mais avec le temps, on se dira que c'était quand même quelque chose.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'hésite pas à la liker, la partager, dire ton avis en commentaire, et aussi à t'abonner. Ça y est, on a enfin traité tous les gros arcs de Jujutsu Kaisen, si t'as pas vu les autres, bah je t'invite à aller les voir. Normalement il devrait y avoir encore une ou deux vidéos sur Jujutsu Kaisen si j'ai pas trop la flemme, mais en tout cas on se retrouve pour la prochaine, et j'ai toujours pas d'idée d'outro.